Si Lucasfilm Games, plus tard connu sous le nom LucasArts, est célèbre pour ses jeux d'aventure point and click comme Monkey Island, Sam & Max ou encore Day of the Tentacle, on lui doit également quelques aventures uniques en leur genre qui n'appartiennent à aucune série ou franchise emblématique. Ce Retro & Magic est consacré à ces one-shots qui ont aussi contribué, chacun à sa manière, à l'aura légendaire du développeur, Labyrinthe, Loom et The Dig. Sorti sur ordinateur 8 bits, Labyrinthe, le tout premier jeu d'aventure de Lucasfilm Games, est l'adaptation libre du film de Jim Henson dans lequel Jennifer Connelly doit retrouver son petit frère enlevé par Jareth, le roi des gobelins, incarné par David Bowie. Dans le jeu vidéo, le joueur incarne un jeune homme ou une jeune femme transporté dans le labyrinthe alors qu'il se rendait tranquillement au cinéma. Dès lors, il devra trouver comment s'échapper du dédale peuplé de créatures fantastiques et de personnages étranges. Conçu par David Fox, le jeu a également bénéficié des talents et de l'humour de Douglas Adams, auteur du Hitchhiker's Guide to the Galaxy, qui brainstormera avec l'équipe de développement pendant une semaine et inspirera la plupart des gags du jeu. C'est également Adams qui soufflera à l'équipe l'idée de la séquence d'introduction inspirée du film Le Magicien d'Oz. Là où le film de Victor Fleming sorti en 1939 avait marqué les esprits par son passage du noir et blanc à la couleur en cours de projection, l'introduction de Labyrinthe met en scène le passage des fictions interactives purement textuelles à l'aventure graphique. L'influence des jeux en mode texte se fait toutefois toujours sentir dans Labyrinthe, qui utilise un système de jeu à base de verbes et de mots à combiner. Mais plutôt que de laisser le joueur tenter de deviner la syntaxe nécessaire à la réalisation d'une action, Labyrinthe permettait au joueur de choisir entre plusieurs termes selon le contexte. Ce système, baptisé Word Wheel, roue des mots en français, sera par la suite raffiné et combiné au contrôle à la souris pour donner le célèbre système SCUM de Maniac Mansion, donnant naissance aux interfaces de type point and click. En 1990, Lucasfilm Games a déjà sorti 3 jeux basés sur le système SCUM, Maniac Mansion, Zack McCracken and the Alien Mindbenders et Indiana Jones and the Last Crusade. En parallèle au développement de ce qui deviendra le premier épisode de la saga Monkey Island, le studio a également envie d'explorer d'autres sentiers, plus poétiques et expérimentaux. C'est le designer Brian Moriarty, auteur de la trilogie Wishbringer chez Infocom, qui prendra la tête de ce projet. Loom sort en 1990 et divise les joueurs. Pour certains, c'est un voyage enchanteur qui invite au rêve, tandis que pour d'autres, c'est une balade minimaliste sans intérêt ni challenge. Le jeu prend place dans un monde de fantasy où l'humanité s'est scindée en plusieurs guildes ayant chacune un domaine d'expertise très particulier. La guilde des forgerons, la guilde des bergers et ainsi de suite. L'une de ces guildes, la guilde des tisserands, est un peu particulière. Vivant reclus sur une île lointaine, le visage dissimulé par de grandes capuches, les tisserands sont les gardiens du loom, le grand métier à tisser qui assure l'équilibre du monde. Par 2 fois déjà, le monde a été dévasté par la venue des ombres, le chaos destructeur. La tapisserie du loom annonce la venue imminente d'une 3e ombre, et un jeune tisserand, Bobbin Fredbear, est au cœur de la tempête qui s'annonce. En effet, Bobbin a été engendré par le loom. Lorsque les tisserands se retrouvent tous changés en cygnes par une force mystérieuse, c'est à Bobbin qu'il revient de partir explorer le monde à la recherche de sa destinée. A noter que le background du jeu et de son univers sont assez mystérieux si l'on se base uniquement sur les informations données dans le jeu lui-même. Une cassette audio était incluse dans la boîte du jeu, contenant un drama d'1 demi-heure dans lequel Klotos, l'un des 3 anciens tisserands, racontait les événements précédant le jeu. Plutôt qu'un système de mots-clés et un inventaire, tout le gameplay de Loom repose sur des séquences musicales, les trames, que le joueur devra apprendre et mémoriser. Au départ, Bobbin ne peut jouer que quelques notes, mais il en apprendra de nouvelles au fil de son aventure, lui permettant de tisser des trames plus complexes. Les trames ont un double emploi. Par exemple, une trame permet de teindre un objet blanc en vert, mais si elle est jouée à l'envers, elle changera un objet vert en blanc. S'il est indéniable qu'il manque d'interactivité, Loom reste néanmoins une belle aventure, ne serait-ce que par son ambiance et sa qualité visuelle et sonore. Les graphismes du jeu s'inspiraient des classiques de Walt Disney, tandis que la bande-son était basée sur le Lac des Cygnes de Piotr Ilyich Tchaïkovski. De nombreux éléments thématiques du célèbre ballet furent également incorporés à l'intrigue du jeu.
Contrairement à une idée reçue, Loom fut loin d'être un échec commercial, ayant été porté sur de nombreux supports et s'étant vendu au total à près d'1 demi-million d'exemplaires. Brian Moriarty avait des idées afin d'étendre l'intrigue sur 2 jeux supplémentaires, Forge et The Fold, formant ainsi une trilogie. Mais l'équipe partit travailler sur d'autres projets et l'occasion de poursuivre cette trame ne se présenta jamais. Enfin, il nous faut mentionner que les images de ce Retro & Magic sont issues de la version FM Tones du jeu, considérée comme la plus aboutie. Basé sur une idée de Steven Spielberg, The Dig a connu une jeunesse pour le moins compliquée. Les premiers brainstorms eurent lieu dès 1989, mais le jeu ne verra le jour que 6 ans plus tard, en 1995, et pas moins de 4 directeurs créatifs se seront succédés à la tête du projet. Noah Falstein, Brian Moriarty, Dave Grossman et finalement Sean Clark. Ce dernier s'était notamment illustré par son travail sur Indiana Jones and the Fate of Atlantis et Sam & Max. Ces visions successives ont en commun le même pitch. Un groupe d'astronautes se retrouve transporté sur une lointaine planète et doit percer le mystère d'une ancienne civilisation extraterrestre afin de, peut-être, pouvoir rentrer sur Terre. Brian Moriarty, l'auteur de Loom, écrit le scénario du jeu, tandis que l'écrivain de science-fiction Orson Scott Card, à l'époque encore fréquentable, se charge des dialogues. La vision originale de Moriarty était toutefois beaucoup plus sombre et adulte que le jeu final. C'est Spielberg qui demandera aux développeurs de proposer une expérience plus familiale. L'équipe reviendra également à une structure point-and-click plus classique, alors que Brian Moriarty souhaitait incorporer des éléments de jeu de survie qui seront donc abandonnés. Dans The Dig, le joueur incarne Boston Law, un astronaute chevronné dirigeant une mission d'une importance capitale. Il s'agit de stopper un énorme astéroïde surnommé Attila sur une trajectoire de collision avec la Terre. Nous avons des détonations alpha. Mais si la mission initiale est un succès, les astronautes découvrent que l'astéroïde est en réalité un vaisseau spatial. Le vaisseau reprend alors vie et les transporte sur une lointaine planète. Boston, la journaliste Maggie Robbins et l'archéologue Ludger Brink se retrouvent alors livrés à eux-mêmes dans une ancienne cité qui semble à l'abandon. Encore une preuve de vie extraterrestre. Pourquoi ont-ils été transportés ici? Et que sont devenus les occupants de la cité? Ce sera au trio de le découvrir, tout en essayant de rester en vie. Sans compter que les vrais dangers de la cité ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Regardez, c'est magnifique. The Dig, dans sa forme finale, est en quelque sorte la réponse de LucasArts à Myst et ses dérivés. On y retrouve une ambiance étrange et mystérieuse, sans mauvais jeu de mots, ainsi que des énigmes obligeant le joueur à comprendre le fonctionnement d'anciennes machines d'une civilisation disparue. La principale différence est que The Dig n'est pas une expérience solitaire et met en scène des protagonistes aux personnalités fortes, débattant de leur situation et de l'attitude à adopter. Nous devrions les enlever et garder l'oxygène qui reste pour le retour. Si jamais il y a un retour. Très soigné graphiquement, The Dig possède également une très belle bande-son de Michael Land, inspirée des œuvres de Richard Wagner. Le doublage du jeu est lui aussi très réussi. En version française, on retrouve quelques voix bien connues, comme par exemple Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis, dans le rôle de Boston. Il n'y a pas seulement des plantes, mais aussi des animaux. Avec le recul, il est d'ailleurs amusant de retrouver cette voix associée à l'idée d'une mission spatiale pour détruire un astéroïde, 3 ans avant le film Armageddon. Nous avons exactement une chance de réussir. Une seule. Nous n'avons pas droit à l'erreur. J'espère que vos prières nous accompagneront. Si les jeux LucasArts ont tant marqué les joueurs micro, c'est avant tout car il s'agissait de véritables jeux d'auteur, avec des univers immersifs et une qualité d'écriture que l'on retrouvait rarement chez la concurrence. Labyrinth, Loom et The Dig sont 3 excellents exemples d'un développeur d'exception, dont l'âme fut finalement consumée par la course aux superproductions. Maintenant, je sais ce que peut ressentir mon hamster.